Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous considérons que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Nous n'animerons pas d'émission au mois d'août pour cause de vacances, mais des vacances où nous n'oublierons pas la lutte antinucléaire. Nous vous proposons 2 rendez-vous, le premier à Bure, dans la Meuse, début août, et le second fin août dans le Tarn, et on va consacrer cette émission à ces deux rassemblements, ces 2 rencontres. Alors on va commencer par Bure, avec nous au téléphone un membre du groupe média du camp, donc qui va se dérouler du 1er au 10 août. Bonjour. Bonjour. Alors tu nous entends correctement ? Oui, normalement, il n'y a pas de souci. Eh bien moi c'est parfait aussi, donc tout va bien. Merci Tiffaine à la technique. On va se référer pour commencer au titre d'une contribution qui a paru sur votre blog. Alors je cite... pourquoi ça vaut le coup d'aller passer la première semaine d'août dans un endroit où il faut faire une demi-heure de bagnole pour aller s'acheter des clopes ? Alors bah oui, c'est une bonne question. Pourquoi ? Pourquoi ? Oula, il y a plein de raisons. Après, il peut y avoir des motivations différentes selon qui on est et d'où on vient, mais une des motivations premières, c'est qu'on s'est efforcé depuis un an d'essayer de créer une rencontre qui soit assez large, assez ouverte, et qui permette un petit peu à des gens de partout, à partir des luttes desquelles ils et elles viennent, de se rencontrer et d'échanger, de faire un constat des mois et des quelques années, des dernières années passées, faire un bilan sur les luttes, se retrouver. C'est essentiellement un gros moment de rencontre. Il y en a pas beaucoup comme ça. Il y a un certain nombre de camps qui sont organisés d'habitude, mais là, pour le coup, on a essayé de faire ça de manière assez transversale pour que beaucoup de gens puissent s'y retrouver selon les luttes d'où ils viennent. D'accord. Alors, par contre, le site de Bure, puisque le camp il est à côté du site de Bure, ce serait peut-être bien que nous, on a déjà consacré plusieurs émissions à ce qui se passe là, ce qui se trame de ce côté-là. Mais peut-être tu peux nous reparler un peu de ce projet d'enfouissement de déchets, parce que c'est peut-être l'occasion. Oui. De faire quelque chose par rapport à ça ? Oui, je peux effectivement, et c'est aussi une des motivations, c'est-à-dire que Bure a été choisi depuis de longues années, depuis les années 90, ça a été choisi comme site privilégié pour l'enfouissement des déchets nucléaires, au départ par l'État évidemment, et les nucléocrates, on va dire ça comme ça. Au départ, il y avait plusieurs choix possibles, et au final, ils se sont décidés à poser ça là. Alors pourquoi là ? C'est des questions qui se posent encore. On a un certain nombre d'éléments de réponse qui sont notamment que c'est une région assez peu peuplée, où la résistance est difficile, même si elle a été très forte et elle continue d'être active. Elle a un peu perdu de son souffle. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on se réunit là cet été, c'est parce qu'on a envie de redonner un coup de projecteur sur ce qui se fait là-bas. Qu'est-ce qui se fait exactement ? Et voilà, c'est un énorme projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 500 mètres à 500 mètres de profondeur vont être entassés pendant 100 ans les déchets les plus dangereux, les déchets radioactifs les plus dangereux qu'il existe, et aussi qui ont la durée de vie la plus longue. La plus longue, ça veut dire aucun expert n'est d'ailleurs en mesure de dire avec précision quelle est la durée de vie de ces déchets-là, mais c'est entre 10 000 et plusieurs centaines de milliers d'années, quoi.
Du coup, donc on prend conscience à ce moment-là qu'enfouir des déchets de ce type-là sous le sol de la Meuse, c'est pas anodin. Ça représente un risque considérable, et notamment dans des conditions, assez, assez autoritaires. C'est-à-dire que le projet a été décidé là de manière assez autocratique, avec des débats publics qui ont été biaisés comme beaucoup de débats publics, et aussi la dimension financière qui est rentrée en jeu, c'est-à-dire que l'ANDRA, donc qui est l'agence qui gère les déchets radioactifs, s'est employé à arroser financièrement les communes avoisinantes pour que, arrosées par l'argent et totalement corrompues, elles acceptent de fait la présence de l'ANDRA avec fatalisme, et aussi avec un certain intérêt financier derrière. C'est-à-dire que voilà, les gens qui vont habiter là et qui acceptent la présence de l'ANDRA vont trouver leur vie améliorée de manière considérable, en tout cas dans un futur très proche, par la création d'infrastructures, rénovation des routes, subventions à tout va, création de salles des fêtes, subventions d'activités, etc. Ce qui fait que voilà, tout le monde est acheté et accepte plus ou moins le projet par fatalisme. Et l'autre versant, c'est l'achat plus ou moins forcé des terres par l'ANDRA, qui a non seulement vocation à enterrer des déchets sous terre à 500 mètres, mais aussi a envie d'installer un certain nombre d'infrastructures d'EDF et de ses propres structures en surface, ce qui nécessite d'acheter ou d'exproprier un certain nombre de terres, ce qui est déjà fait en grande partie autour de Bure quoi. Et est-ce que tu peux nous dire, parce que bon, la lutte à Bure, elle date d'une bonne vingtaine d'années, je crois, hein, ça continue. Là, il y a eu une petite accélération. Je ne sais pas si tu veux nous parler un peu de la loi Macron, là, de ce qui du tour de passe-passe. Le tour de passe-passe. Comme d'habitude, la prestidigitation. Le député de la Meuse, qui est le tristement célèbre Longuet, qui était à l'époque ministre de la Défense, et qui, parce que sa famille est très impliquée aussi, enfin est très très concernée par le nucléaire, a tenté depuis longtemps de faire passer un amendement dans des lois successives pour permettre ce qu'on appelle la réversibilité de l'enfouissement des déchets nucléaires. Ça veut dire quoi, de manière grossière? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'agit en réalité de rendre possible le retrait des déchets après les avoir enfouis. Alors, ça pourrait sembler anodin et pas tellement dangereux en soi, mais ce que ça signifie, c'est que ça entérine. Oui, parce qu'il faut préciser que l'ANDRA dans la Meuse, donc à Bure, jusqu'à maintenant, était qualifié de laboratoire. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le mensonge consistait à faire croire aux gens qu'il ne s'agissait que d'études sur la faisabilité d'un tel projet, mais que peut-être aucun déchet ne serait jamais enterré à cet endroit-là. Donc c'est pour ça qu'on parle de laboratoire de l'ANDRA. Et ce que permet cet amendement qui est passé un petit peu en coup de force dans le cadre de la loi Macron, c'est en fait de transformer ce laboratoire en un centre d'enfouissement de déchets, dans la mesure où, voilà, si réversibilité il y a, ça veut dire que l'enfouissement est possible. C'est-à-dire qu'on prend un peu comment expliquer ça. Mais en fait, je crois que... Ouais, vas-y, oui. Ouais. Non, vas-y. On prend un peu la chose à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu d'autoriser l'enfouissement et d'après réfléchir à la réversibilité, on autorise la réversibilité, et de fait, en fait, implicitement, ça rend possible l'enfouissement. Et en fait, je pense que l'histoire de la réversibilité, de toute façon, c'est là où à ce niveau de contamination possible, c'est un point de détail. Mais ça devait quand même faire l'objet d'une loi. Et donc, avec la loi Macron, c'est passé, il n'y a pas eu de débat, etc. C'est passé avec le 49.3. Et voilà. Et donc, oui, je voulais juste... sur l'histoire de la réversibilité, parce que nous on avait écrit un petit article là. Ça veut dire quand même Bure, là, enfin le centre d'enfouissement, on s'était amusé à calculer un peu, c'est 10 000 trains de 10 wagons de colis radioactifs, soit 2 transports par semaine pendant 100 ans, hein, voilà. Alors
si on enfouit 10 000 trains de 10 wagons de colis radioactifs pendant 100 ans, je ne sais pas comment on fait pour les récupérer. Mais bon, c'est un peu... voilà. Bon, oui. Donc, c'est de la blague. Alors parlons un peu du camp. Donc, c'est du 1er août au 10 août, c'est ça ? C'est ça, oui. Et comment ça s'organise un petit peu ? Tu peux nous dire... il y a un blog peut-être aussi, tu peux nous dire... Oui, alors voilà, donc grosso modo, c'est quelque chose qui se construit depuis plus d'1 an, avec des personnes qui sont un petit peu réparties sur tout le territoire français. Et l'idée, c'était de se retrouver pendant 10 jours. Et donc, on a réussi. Ça s'est fait il y a 4-5 mois. On a mis en place un site internet, donc vmc.camp. VMC, c'est un peu l'acronyme. C'est un peu un private joke, mais c'est l'acronyme de notre collectif qu'on a créé juste pour l'organisation de ce camp-là. C'est un peu en soutien à Vladimir Martinenko, qui est le conducteur de la déneigeuse qui a précisé la mort du patron de Total à l'aéroport de Moscou. Voilà, c'est pour le soutenir, je pourrais revenir dessus après. En tout cas, le camp en lui-même, voilà, à partir sur le site, on a toutes les informations qui permettent un petit peu de comprendre à la fois l'esprit, les enjeux et les formes que vont prendre ce camp. Et dans les grandes lignes, voilà, il va s'agir de 10 jours, avec 2 jours de montage au début, c'est-à-dire 2 jours le premier week-end, samedi et dimanche, au cours duquel les gens peuvent déjà venir pour participer à monter le camp, parce qu'on est quand même dans une logique d'autogestion où on a envie que tout le monde puisse prendre part à la construction des espaces collectifs. Et donc voilà, ces 2 jours-là permettent ça, avec une AG le dimanche qui va un petit peu permettre de rappeler à tous les arrivants et les arrivantes un peu tout ce qui, voilà, la manière dont on voudrait que ça se passe, la manière dont ça a été pensé, comment ça s'organise, etc. Et après, on va enchaîner sur 4-5 jours de discussions qui vont être très intenses, probablement, parce que des discussions qui touchent des sujets très très larges, mais qui nous concernent tous, parce qu'on a voulu que ce camp-là aborde un certain nombre de luttes qu'on porte au quotidien et que la plupart des participants portent au quotidien, de manière transversale, essayer de faire des liens entre les luttes, essayer de faire des liens entre les luttes de territoire, notamment en quoi... comprendre ensemble en quoi la lutte antinucléaire est forcément liée à la lutte contre les grands projets ou les luttes de territoire ou les luttes qu'on appelle plus communément les luttes des ZAD, mais aussi des luttes en ville, les luttes contre la rénovation urbaine ou des luttes un petit peu contre le tout sécuritaire, l'évolution sécuritaire de la société. Enfin voilà, il y a beaucoup de questionnements qui vont être un petit peu qui vont être portés pendant toute la semaine. Et en fin de semaine, on va avoir un petit peu une ouverture, un moment où on respire plus, où il y aura sans doute moins de discussions et des possibilités de faire des balades ou d'entreprendre des choses ensemble dans les villages environnants et aussi de parler plus de l'Andra en particulier, du laboratoire, de ce qu'on lui reproche et essayer que tout le monde comprenne les enjeux de la présence de cette chose-là. Et l'autre dimension de ce camp dans sa globalité, c'est vraiment de faire du lien comme on l'a fait depuis plusieurs mois, puisque les réunions d'organisation se sont faites tous les mois sur place. Voilà, faire du lien vraiment avec les militants locaux et pas seulement, avec les habitants locaux. Aller à leur rencontre, leur permettre aussi eux de participer pleinement à ce qu'on organise, que ce soit pas un entre-soi militant, mais quelque chose qui soit vraiment accessible à tous. Et voilà, du coup, ça c'est un petit peu tout l'esprit de ce camp-là. Et alors, et du coup, en fin de camp, il y aura aussi un démontage collectif autour du disque. D'accord. J'ai lu un petit peu là des choses dans la presse sur comment on vous traite déjà, comment on vous maltraite. Il y a une espèce de propagande là qui s'installe, qui dirait, enfin je sais pas, j'ai vu que France Inter disait qu'il y avait un prochain Sivens dans la Meuse, que Bure est le futur épicentre de la lutte anticapitaliste, etc. Alors est-ce que c'est qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce traitement ou non-traitement de l'info, là, déjà avant que ça commence ça nous fait grincer des dents autant que ça nous fait sourire, parce que finalement, c'est quelque chose auquel on est très habitué. Ça correspond aux fantasmes de journalistes qui sont très souvent très très loin de la réalité, qui comprennent pas trop les enjeux de tout ce qui se passe, qui sont souvent qui bossent dans des bureaux à Paris. Enfin,
je veux pas caricaturer, mais il y a quand même une dimension assez fantasmagorique sur ce que pourrait représenter nous. En plus, finalement, les journalistes arrivent mieux à nous définir que nous-mêmes on arrive à le faire. Et voilà, ils nous ont collé cette identité de zadiste qui a un petit peu, de leur point de vue, un peu une dimension, anxiogène. On serait une espèce de population incontrôlable, homogène mais incompréhensible, qui viendrait coloniser la Meuse comme elle a colonisé d'autres espaces. Enfin, c'est très très drôle et finalement, quand je dis que ça nous fait grincer des dents, c'est qu'on aimerait quand même se détacher de cette étiquette-là, qu'on porte pas du tout, qui nous colle à la peau parce qu'elle a été construite par le monde des médias. Alors effectivement, voilà, ce qui se dit dans les médias, c'est que on va créer une nouvelle ZAD. Enfin voilà, ils sont en train d'agiter un petit peu des épouvantails pour nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et du coup, voilà, nous on tente tant bien que mal de déconstruire un petit peu cette histoire de ZAD, parce que c'est aussi dans le campement lui-même, il y aura des grosses discussions autour de ce concept de ZAD qui a pris des proportions qui nous dépassent aujourd'hui. D'ailleurs, le terme zadiste est rentré dans le dictionnaire, ce qui nous a bien fait rire. Ouais, il y a vraiment... Ouais, vous dites dans un communiqué de presse, on plante des ZAD comme on sème du maïs en long, en large et surtout de travers. Bon, il y aura des discussions là-dessus. Oui, j'ai vu aussi que d'après BFM TV, vous agacez la population locale. Hein, c'est vous qui agacez la population. C'est pas Landra. Hein. Non, alors ça, BFM TV est encore très au courant de ce qui se passe, j'imagine qu'ils ont un ancrage local absolument... un ancrage local très très fort, des liens très profonds avec les habitants. Oui, bon, ça c'est de la caricature. Nous, ce qu'on a rencontré, nous, c'est une population qui est majoritairement contre la présence de l'Andra, même si effectivement il y a une grosse part de fatalisme et de renonciation, c'est-à-dire voilà, c'est là, on peut plus en faire grand-chose, on a tenté ce qu'on pouvait. Il y a des gens très actifs, on les remercie. Et il y a toujours quand même cette espèce de gratitude à l'égard de ceux qui continuent de croire qu'une lutte peut l'emporter. Mais il n'y a pas une hostilité à notre égard, ou alors ils ont trouvé des interlocuteurs spécifiques, pro-Andra. Ils sont allés les chercher, quoi. Ils sont allés les chercher. On dit pas qu'il y en a pas, mais je pense que voilà, ça dépend aussi comment on tourne les questions. Quand on pose à une personne de la population, est-ce que vous n'avez pas peur de la venue de dangereux anarchistes ? Évidemment, la personne peut difficilement répondre à autre chose que oui. Oui. Et ça va de pair avec alors peut-être des tentatives d'intimidation de la part de la préfecture, de la police. Comment ça se passe par rapport à ça? Ouais. C'est étonnant, il y a un peu un double discours. Il y a eu des moments de pression. Nous, ça fait quand même des mois qu'en se réunissant sur place, on a bien vu les gendarmes, on peut pas les louper, ils passent sans cesse, ils prennent les plaques d'immatriculation, ils filment dès qu'il y a un petit peu un semblant de rassemblement. Et là, vendredi dernier, ils ont mis des contrôles routiers partout et du coup, ça a amené forcément à une situation où ils ont été amenés à arrêter 2 personnes, dont l'une, du coup, sera privée de camp puisqu'elle est interdite de territoire sous contrôle judiciaire jusqu'à son audience le 11 août, donc c'est bien choisi, pour l'empêcher d'être présent. Voilà, donc il y avait une pression à un moment donné. Le week-end, il s'est rien passé. Lundi, il y avait de nouveau des contrôles. Aujourd'hui, il y en a moins. Et hier, le préfet, sommé un petit peu de se prononcer, a plus ou moins dit que ça allait se passer dans le calme, qu'il n'y aurait pas de dispositif particulier. Si c'est le cas, on sera très heureux, mais on en doute quand même un petit peu, quoi. Surtout que ce qu'on a observé ces derniers mois nous laisse penser l'inverse, quoi. Oui, il y a que les gendarmes sont très présents, quoi. Oui, il y a comme un... Enfin, ça va de pair généralement, hein, la pression de la préfecture et la presse qui raconte n'importe quoi. Eh bien, écoute, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter pour nous donner envie d'aller dans cet endroit où il faut faire une demi-heure de bagnole pour aller acheter des clopes, hein? Alors oui, j'aurais ajouté que si cet appel-là, effectivement, était un petit peu pessimiste, le lieu est loin d'être moche, la région est loin d'être moche, donc c'est peut-être absurde à dire, mais au mieux, ce sera une superbe rencontre politique de laquelle aboutiront
énormément de choses pour la suite, pour la COP21, pour la lutte locale et en termes de rencontres. Donc ça, c'est de toute façon, on pense que ça sera une réussite. Après, si on est déçu par la forme que ça prend, au pire, ce sera une bonne semaine de camping dans une région qui est pas si moche que ça, où il y a des forêts, il y a une rivière qui n'est pas encore ensevelie sous les décombres de ce qui va sortir de terre pour l'Andra. Du coup, des motivations peuvent être diverses. Il y aura des balades, il y aura beaucoup de vélos sur place. Voilà, donc je pense qu'il n'y a aucune raison que les gens qui viennent perdent leur temps en venant là. Je pense qu'il y a moyen de se retrouver de manière très différente, quoi. Il y aura aussi pour les gens qui sont lassés des discussions, on a prévu quand même un certain nombre d'autres choses. Dans les villages, il y aura des petites fêtes prévues, il y aura aussi des projections de films, enfin... Voilà, on a fait ça de manière à ce que... Bon, après, c'est pas un festival, ça c'est évident. Non. C'est pas un gros festival avec grosse musique et gros débit de boissons. C'est pas ce qu'on voulait. Mais il y a d'autres manières d'être conviviaux et d'être bien ensemble. Enfin, du coup, oui, venez avec toutes les envies et les possibilités, parce qu'en plus c'est ouvert. La programmation est pas figée, quoi. D'accord. On peut amener d'autres choses, quoi. Juste pour terminer, parce que j'ai apprécié vraiment la lecture de cette contribution-là, pourquoi ça vaut le coup, etc. Et en termes de boutade, j'aime bien aussi leur conclusion qui est... Enfin, pour nous qui devons tellement encaisser en permanence, quelle chance que de pouvoir aller vivre dans un endroit pareil et s'entraîner pour la survie post-apocalyptique ou tester notre résistance à l'isolement. J'ai bien aimé. En tout cas, vous avez de l'humour, c'est super. Ah bah oui, c'est important. Il en faut, oui. Il vaut mieux. Bon, bah, écoute, je te remercie infiniment. Et puis, on va passer maintenant au deuxième rendez-vous de l'été. Ça, c'est fin août, dans le Tarn. À Saint-Victor pour lutter contre un projet de méga transformateur. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui réfléchissent bien par là-bas aussi. Je ne sais pas si tu veux rester avec... Enfin bon, on va passer un petit moment de radio de Rodez. Là, je ne sais pas si tu veux rester avec nous. Écoutez, c'est très bien. Autrement, je pense que de toute façon la suite... Ça va. Par ailleurs, vous aurez un podcast de toute façon. Ouais, ça marche. Et tu rappelles le nom du le blog? Alors c'est vmc.camp. Comme camp. Comme camp. D'accord, super. Ouais. Bah écoute, merci d'avoir été avec nous. Merci. Allez, bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Oui, donc le deuxième rencontre, c'est dans le Tarn, pour la Fête du Vent, à Saint-Victor et Melvieux, les 28, 29 et 30 août. Alors donc la lutte s'organise là-bas contre un projet de méga transformateur de 7 hectares. Et on va écouter les explications de la présidente de l'association Plateau Survolté, qui ont été recueillies par Radio Temps à Rodez le 24 janvier dernier. Le transformateur, en fait, il va collecter, à partir de toutes les lignes qui vont être branchées dessus, il va collecter l'électricité qui arrivera vers lui. Et cette électricité, elle va être produite par de nombreux parcs éoliens qui vont être disséminés autour de cette sorte de toile d'araignée. Ensuite, on a une grosse ligne qui descend, qui traverse une partie de la France, du nord au sud. Et cette ligne, c'est une 400 000 volts. Elle est faite pour transporter de l'électricité très loin. Plus on transporte loin, plus il faut que le voltage soit haut, pour minimiser les pertes. Parce qu'il y a des pertes sur les lignes, des pertes d'échauffement, etc. Donc, plus on fait voyager l'électricité loin, plus il y a de pertes. Donc déjà, ça, c'est un peu dommage, un gros dommage. Donc, ils ont décidé que ce transformateur... il va être posé en coupure. Ils vont couper la ligne. On va faire comme ça. Ils coupent la ligne, ils mettent le transformateur, ils relient, ils font repasser dans le transformateur la ligne. Ils viennent amener d'autres lignes. Tout ça, ça va être dans le transformateur transformé, comme le nom l'indique, en 400 000 volts. Et tout va être envoyé sur la ligne 400 000 volts. Et cette ligne 400 000 volts, elle est un maillon du grand réseau européen, voire continental, qui va se mettre en place. L'Union européenne a décidé qu'il va falloir agrandir les réseaux dans tous les pays, les réseaux d'électricité, donc des nouvelles lignes.
Et aussi, le transformateur serait un élément clé, entre autres, d'une sorte de colonne vertébrale qui traversera l'Europe depuis l'Espagne jusqu'au nord. Et il y aura d'autres colonnes vertébrales dans tous les sens. Et donc, tous les ans, RTE sort un dossier avec des perspectives sur 10 ans. Et là, viennent d'en sortir un, décembre 2014, et j'ai regardé. Donc, ils ont pour projet de multiplier les interconnexions tout autour, aux frontières de la France avec les autres pays. Ce qui veut dire que il y a des projets de doublement de lignes, de nouvelles lignes, de nouveaux transformateurs qui sont prévus partout en France, hein, notamment quand on n'est pas trop loin d'une frontière. Hein. Donc nous, on n'est pas loin de la frontière espagnole, donc on y a droit. Et par exemple, pour la Bretagne, ils ont déjà 3 interconnexions avec la Grande-Bretagne, mais ça suffit pas. Ils vont en faire 3 autres. Donc, ils vont faire des nouvelles lignes aussi. En plus, ils ont découvert que, mince, ils avaient oublié l'Irlande. Ils vont tirer une nouvelle ligne 400 000 volts en travers là, de la Bretagne. Après, elle va passer sous l'eau. Elle va passer en dessous de l'Angleterre et hop, elle va rejoindre l'Irlande. Et là aussi, comme ça, on pourra faire parce que le but, c'est un grand commerce de l'électricité, bien sûr. Hein. Et la France, ils ont trouvé cette très bonne idée que dans les années qui viennent, elle soit vraiment presque une plateforme du commerce de l'électricité, notamment parce qu'on a tous ces centrales nucléaires qui produisent et puis il faut rappeler qu'on est toute l'année en excédent de production d'électricité avec les centrales. Hein. On est en électricité de base, on est en surproduction. Hein. On ne consomme pas tout. Hein. Et par contre, inversement, quand c'est l'hiver, vu qu'on a beaucoup axé sur les radiateurs électriques, eh ben, aux pointes, quand ça commence bien à baisser, eh ben, on n'en a pas assez. Hein. Le projet de Transfo s'inscrit dans un projet plus général, plus important, d'un grand réseau d'électricité européen, mais aussi ça va rejoindre les pays de l'Est, ça va rejoindre les pays du Nord, d'Afrique du Nord, ça va rejoindre la Turquie, la Grèce, ça va tourner. Il y a une carte qu'on peut trouver sur le site de RTE, c'est la carte de France avec les projets de nouvelles lignes, et aussi sont inscrits les grands points de production très importants qui vont être installés sur certains territoires en France. Donc là, on voit, il y a un point, un rond jaune-orange qui est à la fois sur l'Aveyron, le nord de l'Hérault et l'est du Tarn. Et ça va être un gros pôle de production d'électricité à partir des éoliennes. Ils vont faire une centrale éolienne, on pourrait dire comme ça, qui est circonscrite sur un vaste territoire en quelque sorte. Et donc, ça va produire tellement que les lignes qui existent actuellement ne seront pas suffisantes pour tout recevoir. Ça va bouchonner, hein. Ils ont trouvé ça, c'est le transformateur. Et en plus, la grande ligne qui passe, ils se sont dit que, mince, elle aussi, elle risque de bouchonner dans quelques années. Donc, on va la doubler aussi. Hein. On voit qu'il ne faut pas mettre le doigt dans l'engrenage parce que ça n'a pas de fin. Hein. Le réseau en lui-même, il s'inscrit dans une vision de surconsommation, de surproduction. Donc, par là même, ils ont besoin de beaucoup d'électricité. Et les productions à partir de renouvelables produisent peu, hein, bien sûr. Mais puisqu'on est dans un contexte de surconsommation d'énergie, de toute façon, ça représente que dalle. Hein. Il y a beaucoup de gaspillage. Donc on nous berce un peu avec ces histoires d'énergie renouvelable. On berce en nous le côté pour certains qu'on pourrait avoir de plus avoir de nucléaire, d'être dans quelque chose de plus chouette, de plus propre, de moins nocif pour la planète. Alors on nous berce avec ça, on nous dit mais oui, regardez, il y a les énergies renouvelables, ça y est, on va arriver à s'en sortir. Et en fait, si on ne fait pas dans un contexte de sobriété, ces énergies renouvelables, ce n'est rien, c'est rien du tout, c'est un filet d'eau dans un panier percé. Donc, on n'est pas dupe.
Alors voilà, on n'est pas dupe. C'était la présidente de l'association Plateau survolté, dans des explications qui ont été recueillies par Radio Temps à Rodez en janvier dernier. Bon, personnellement, moi je trouve ça très intéressant parce que pour une fois, c'est assez rare, des gens qui se battent contre des projets d'énergie renouvelable n'oublient pas le nucléaire. Hein. Dans l'affiche, dans une des affiches qu'on peut trouver sur leur site, hein, qui est 12.blog, il est très très clair qu'ils dénoncent le fait d'ajouter au nucléaire les énergies dites vertes pour étendre toujours le marché de l'électricité au-delà des frontières et des besoins. Hein, donc le renouvelable ne remplacera pas le nucléaire et les deux énergies vont se superposer. Et il n'y a aucun arrêt du nucléaire en vue. Alors je vais rappeler les deux dates. Donc Bure, du 1er au 10 août. Le site, c'est vmc.camp, CAMP. Et puis les deuxièmes dates, c'est le 28, 29 et 30 août à Saint-Victor, dans le Tarn. Et le blog, c'est 12, comme le chiffre, .blog. Je vais juste rappeler aussi que le collectif antinucléaire 13 avait déjà consacré 2 émissions en mai 2014 et en juillet 2014 au site d'enfouissement de Bure, que vous pouvez réécouter sur notre blog collectif-antinucléaire. Je sais plus, WordPress, je crois, quelque chose comme ça. Mais vous tapez dans votre moteur de recherche favori, vous nous trouverez. Voilà, on vous souhaite un bon mois d'août. Merci Tiffaine à la technique. Je crois que j'ai rien oublié et on se retrouve au mois de septembre, après un mois d'août studieux et antinucléaire.